Mes parents ont vendu le domaine. Ton frère aura le Penthouse, tu auras le marécage, ont-ils ri. J'ai simplement souri et répondu, ce marécage vient de se vendre pour 6 millions d'euros. Mes parents ont vendu notre domaine familial pour des millions d'euros, offrant à mon frère idole un Penthouse de luxe tout en me laissant un terrain boueux sans valeur. Ils pensaient me donner une leçon d'indépendance, mais ils ne réalisaient pas que cette boue était en fait une mine d'or. Avant de continuer l'histoire d'aujourd'hui, nous avons une annonce urgente à faire. En raison de problèmes techniques, nous nous tournons vers une autre chaîne. Veuillez vous abonner à notre nouvelle chaîne, Kin & Karma. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo, le commentaire épinglé et l'étiquette de collaboration sur cette vidéo. Assurez-vous de changer de chaîne maintenant pour ne rien manquer. Merci pour votre soutien. Maintenant, retour à l'histoire. Le message de ma mère, Marie, avait été bref, presque clinique, dîner à 19 h. Le Ritz porte quelque chose de joli. Grande nouvelle. Je fixais l'écran, les yeux brûlants après avoir regardé des cartes de zonage et des plans de la ville pendant les 10 dernières heures. J'étais assise dans mon petit bureau en location, un vrai cube, au service de l'urbanisme de la ville de Paris, sirotant un café tiède qui avait surtout le goût de carton. Mon estomac se serra d'une anxiété familière. Une grande nouvelle, dans ma famille signifiait généralement l'une des deux choses suivantes, mon frère, Henri, avait encore des ennuis et avait besoin d'un sauvetage financier. Ou mes parents avaient décidé de partir pour une autre croisière de 3 mois et avaient besoin que je garde leur caniche. J'avais 32 ans, j'étais urbaniste pour la ville, et j'étais épuisé. Je venais de me remettre d'une grippe qui avait traîné pendant 2 semaines, me laissant physiquement vidé et plus mince que je ne l'aurais souhaité. Mon blazer semblait lâche sur mes épaules alors que je rassemblais mes affaires. « Ça va, Émilie » demanda ma collègue Sarah en s'arrêtant près de mon bureau. « Tu as l'air un peu pâle. » Juste des histoires de famille, ai-je réussi à esquisser un faible sourire. Dîner avec les parents. Bonne chance, grimaça-t-elle avec sympathie. Elle en savait assez sur Christophe et Marie pour savoir que la chance était exactement ce dont j'avais besoin. Je suis arrivé au restaurant 5 minutes en avance, mais ils étaient déjà assis. Mon père, Christophe, avait tout l'air du cadre d'entreprise à la retraite, cheveux argentés parfaitement coiffés, un costume qui coûtait plus cher que ma voiture, et une expression de mécontentement perpétuel. Ma mère, Marie, était occupée à ajuster les couverts, ses bracelets en diamant cliquetant doucement. Et il y avait Henri. Henri, mon frère de 28 ans, souriait. C'était le premier signe d'alerte. Henri ne souriait jamais à moins de s'en être tiré à bon compte ou d'être sur le point de recevoir quelque chose qu'il ne méritait pas. Il portait une veste en velours trop tendance pour l'endroit et sirotait un scotch qui était certainement haut de gamme. « Émilie, tu es là » tonna mon père, sa voix portant un peu trop loin, s'assurant que les autres clients nous remarquent. « Tu as l'air fatigué. Est-ce que tu manges assez ? » « Je vais bien, papa. Je me remets juste de la grippe, dis-je en prenant place. Quelle est la nouvelle ? Commandons d'abord, me gronda ma mère, bien que ses yeux pétillent d'une sorte d'énergie frénétique. Champagne pour tout le monde, même pour toi, Émilie. Tu voudras porter un toast à ça. Nous avons commandé. J'ai à peine goûté les amuse-gueules. La tension à table était suffocante. Henri n'arrêtait pas de vérifier son reflet dans sa cuillère, se pavanant. Finalement, après que le plat principal fut débarrassé, mon père se leva et tapa sur son verre. « Comme vous le savez, commença-t-il, votre mère et moi avons réfléchi à l'héritage de cette famille. Nous avons décidé qu'il était temps de réduire notre train de vie. Nous avons vendu le domaine. » Je me suis figé. Le domaine était la maison familiale où nous avions grandi. Il était immense, historique et valait une fortune. Nous l'avons vendu pour une somme très coquette, sourit mon père, ses yeux se tournant vers Henri. Et avec cette vente, nous avons décidé de régler vos héritages maintenant, pendant que nous sommes encore en vie pour vous voir en profiter. Nous voulons vous mettre tous les deux à l'abri pour l'avenir. Mon cœur battait la chamade. J'économisais depuis 5 ans pour un acompte sur un petit appartement. Le marché était brutal. N'importe quelle aide, même un petit montant, changerait ma vie. Henri, rayonna ma mère en tendant la main par-dessus la table pour serrer celle de mon frère. Nous savons à quel point tu as essayé de lancer ta marque d'influenceur. L'image est tout dans ton secteur. Alors,
nous avons acheté la suite Penthouse à la Tour Zénith pour toi. L'air m'a manqué. La Tour Zénith. C'était le gratte-ciel le plus récent et le plus tape à accent grave-l'œil de la capitale. Un Penthouse là-bas valait facilement 3, peut-être 4 millions d'euros. Entièrement payé, ajouta fièrement mon père. Une garçonnière digne d'un roi. C'est à toi, fiston. Merci, papa. Sérieusement, ça va être dément, dit Henri en se penchant en arrière et en me regardant avec un sourire narquois qui n'atteignait pas ses yeux. J'obtiens enfin le respect que je mérite, tu sais. Je suis resté assise là, abasourdi. Un appartement de 4 millions d'euros pour un homme qui n'avait jamais gardé un emploi plus de 6 mois. Je me suis forcé à respirer. C'est généreux, ai-je réussi à articuler avec peine. Et pour toi, Émilie, mon père se tourna vers moi, son ton changeant légèrement. Il devint professionnel, presque apitoyé. Nous savons que tu es l'indépendante. Tu as ton petit boulot à la ville. Tu as toujours été autonome. Il fouilla dans la poche de sa veste et en sortit une épaisse enveloppe pliée. Il la fit glisser sur la nappe blanche. Nous ne voulions pas te donner de l'argent que tu aurais pu simplement mettre de côté, ajouta ma mère d'un ton serviable. Nous voulions te donner quelque chose avec une histoire, quelque chose qui te mette au défi. J'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait un acte de propriété. J'ai immédiatement reconnu le numéro de parcelle. Le vieux terrain du ruisseau, ai-je murmuré. C'est 5 acres, opina mon père d'un air sage. Il est dans la famille depuis 40 ans. C'est un peu rustique, mais un terrain, c'est un terrain, Émilie. C'est un actif tangible. Papa, dis-je, la voix tremblante, ce terrain est un marécage. Il est en zone inondable, en périphérie du quartier industriel. Il est littéralement sous l'eau la moitié de l'année. Il vaut peut-être 10 000 euros, et encore. Ce n'est pas un marécage, cingla ma mère, offensée. C'est une réserve naturelle de zone humide. Il faut juste avoir de la vision. Henri avait besoin d'un coup de pouce pour démarrer. Toi, Émilie, tu as toujours été la plus forte. Nous avons pensé que tu ne voudrais pas de la charité. Nous avons pensé que tu voudrais un projet. J'ai regardé l'acte de propriété, puis le visage suffisant de Henri, et enfin les expressions expectatives de mes parents. Ils croyaient honnêtement que c'était juste. Ils avaient donné à mon frère un château dans le ciel et à moi un trou dans le sol. La pièce semblait tourner. La nausée de ma grippe est revenue en force, violente et soudaine. Je me suis levé en m'agrippant au bord de la table. Vous lui avez donné un Penthouse, dis-je, ma voix tremblant si fort qu'elle était à peine audible, et vous m'avez donné un bourbier. Ne sois pas dramatique, Émilie, gronda mon père. C'est inconvenant. Je les ai regardés, vraiment regardés, et j'ai réalisé pour la première fois qu'ils ne se contentaient pas de favoriser Henri. Ils méprisaient activement ma réussite parce qu'elle ne dépendait pas d'eux. Et maintenant, ils me punissaient pour cela. La trahison était pire que le diagnostic lui-même. C'était une ablation chirurgicale de ma place dans cette famille. Je ne me souviens pas avoir quitté le restaurant. Je me souviens du bruit de ma chaise raclant bruyamment le sol, des chuchotements des autres clients, et de la sensation brûlante des larmes que j'ai refusé de laisser couler jusqu'à ce que je sois en sécurité dans ma voiture. J'ai conduit sans but pendant 1 heure, le chauffage à fond pour combattre les frissons qui parcouraient mon corps. J'ai fini par me retrouver sur le parking de mon immeuble, un bâtiment beige et terne où l'ascenseur tombait en panne chaque semaine et où les murs étaient fins comme du papier. Je suis resté assise là, dans le noir, agrippant le volant, l'acte de propriété du vieux terrain du ruisseau posé sur le siège passager comme un objet maudit. Mon téléphone a vibré. C'était Marie. Je suis très déçu de ton comportement ce soir, Émilie. Henri est blessé. Tu as gâché sa célébration. Tu devrais être heureuse pour ton frère. Nous attendons des excuses. J'ai jeté le téléphone sur le siège passager. Des excuses? Il voulait que je m'excuse d'avoir été déshéritée en public. Le lendemain matin, je me suis fait porter pâle au travail. Je ne pouvais pas affronter les cartes, les codes de zonage, la bureaucratie sans fin. Je me sentais vidé. Mais vers midi, une étrange curiosité masochiste s'est emparée de moi. Je devais le voir. Je devais voir exactement le peu de valeur qu'il m'accordait. J'ai conduit jusqu'à la périphérie de la ville. Les routes pavées ont cédé la place au gravier,
et le gravier s'est finalement transformé en une piste boueuse et défoncée. Le vieux terrain du ruisseau était exactement comme je m'en souvenais des promenades en voiture de mon enfance, où mon père montrait le marais en riant des mauvais investissements de son grand-père. Je suis sorti de ma voiture, mes bottes s'enfonçant immédiatement de 2 pouces dans la boue grise. L'air sentait l'eau stagnante et la végétation en décomposition. De hauts roseaux acérés comme des rasoirs bloquaient toute vue, et un nuage de moustiques a instantanément formé un halo autour de ma tête. C'était désolé. C'était laid. C'était absolument inutile. J'ai marché, ou plutôt pataugé, plus loin sur la propriété. Il y avait une vieille cabane en ruine près du centre qui semblait pouvoir être renversée par une forte brise. C'était mon héritage. C'était la façon de mes parents de dire « nous te voyons, et nous ne voyons rien de valeur ». Mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était Henri. « Salut, Em », dit-il. Il avait l'air joyeux, complètement inconscient de la dévastation dans laquelle il nageait. « Écoute, maman a dit que tu paniquais. Ne sois pas comme ça. Le Penthouse est immense. Beaucoup de place. Tu peux venir nous rendre visite. Je pourrais même te laisser te garer à ma place si tu le demandes gentiment. Je suis sur le terrain, Henri, dis-je, la voix plate. Ah, oui. Comment va là, réserve naturelle? Il étouffa un rire. Je pouvais l'entendre. Je pouvais entendre la moquerie qu'il avait apprise aux genoux de notre père. C'est de la boue, Henri. Juste de la boue. Eh bien, tu es l'intelligente, non? Tu es l'urbaniste, ricana-t-il légèrement. Planifie quelque chose. Construis une hutte. Fais pousser du riz. Je ne sais pas, écoute, je dois y aller. L'architecte d'intérieur est là pour voir le marbre de mon hall d'entrée. Ciao. Il a raccroché. Je suis resté là, dans le silence du marécage, l'humiliation me brûlant le visage, plus chaude que la fièvre dont je venais de me remettre. J'ai baissé les yeux vers l'eau boueuse qui tourbillonnait autour de mes bottes. J'ai donné un coup de pied dans une motte de terre humide par frustration. Elle a éclaboussé un piquet d'arpentage en métal rouillé qui sortait du sol. J'ai fixé le piquet. Il était vieux, couvert d'oxydation, mais son capuchon était en plastique orange vif. Neuf. J'ai froncé les sourcils. Pourquoi y avait-il une borne d'arpentage fraîche sur cette terre maudite? J'ai essuyé la boue du capuchon. Il portait un code spécifique, CTR Infra 24. Mon cœur a raté un battement. Ma respiration s'est bloquée dans ma gorge. Je travaillais au service d'urbanisme. Je m'occupais principalement de zonage résidentiel, des projets à petite échelle. Mais je connaissais ce code. CTR signifiait « connexion transport régional ». Infra signifiait infrastructure. J'ai regardé le paysage désolé avec un nouveau regard. Pour n'importe qui d'autre, pour mes parents, pour Henri, ce n'était qu'un marécage, un fardeau fiscal inutile, une blague. Mais ils avaient oublié une chose cruciale, ils avaient oublié que pendant qu'ils passaient leur journée à regarder les cours de la bourse et les fils Instagram, je passais ma vie à regarder l'avenir de cette ville. Je savais lire la terre d'une manière qu'ils ne pourraient jamais comprendre. Je ne regardais plus de la boue. Je regardais un secret. Pour comprendre pourquoi le marécage m'a semblé une gifle si violente, il faut comprendre l'histoire de l'enfant prodige et de la roue de secours. Depuis la naissance de Henri, il était le soleil autour duquel Christophe et Marie gravitaient. C'était un bébé colérique, un bambin difficile et un élève désastreux. Mais chaque échec était transformé en génie incompris. Quand il échouait en maths, le professeur étouffait sa créativité. Quand il était renvoyé pour harcèlement, il montrait un potentiel de leadership. Moi, en revanche, j'étais la facile. J'avais les meilleures notes parce que je savais que c'était le seul moyen d'obtenir un signe de reconnaissance. J'ai travaillé dans un restaurant pendant mes études secondaires pour payer ma propre voiture parce que mon père disait que cela forgerait le caractère, un exercice de construction de caractère dont Henri fut exempté lorsqu'on lui offrit un Porsche Cayenne pour son 16e anniversaire. Je me suis payé mes études universitaires grâce à des bourses et des prêts. Quand j'ai obtenu mon diplôme avec mention, mes parents ont envoyé une carte. Quand Henri a abandonné sa 3e université parce que l'ambiance n'était pas bonne, ils lui ont organisé un gala de bienvenue. Mais le pire incident, celui qui me réveillait encore la nuit, s'est produit il y a 3 ans. Henri avait lancé une entreprise.
C'était un vague projet de capital risque impliquant des crypto-monnaies et des montres de luxe. Il avait convaincu une voisine âgée d'investir les économies de toute sa vie, environ 50 000 €. Lorsque le projet s'est inévitablement effondré parce que Henri avait dépensé l'argent en voyage à Ibiza, la voisine a menacé d'aller à la police. Mes parents étaient en vacances aux Maldives. Ils ne répondaient pas à leur téléphone. Henri m'a appelé en sanglotant, terrifié à l'idée d'aller en prison. Je venais d'économiser 50 000 €. C'était tout ce que j'avais. C'était 5 années de déjeuner fait maison, sans vacances et avec des heures supplémentaires. C'était mon fond de liberté. S'il te plaît, Émilie, avait supplié Henri. Je ne peux pas aller en prison. Je ne suis pas fait pour ça. Ils vont me tuer. J'ai payé la voisine. J'ai vidé mon compte jusqu'à zéro pour le sauver. Quand mes parents sont revenus et l'ont appris, Christophe ne m'a pas remercié. Il m'a regardé par-dessus ses lunettes de lecture et a dit, « Eh bien, Émilie, c'était la chose responsable à faire. Tu es la stable. » Henri est un visionnaire. Il prend des risques. Parfois, les risques ne paient pas. C'est le devoir de la famille d'absorber le choc. Ils ne m'ont jamais remboursé. Ils ont acheté à Henri un nouvel appartement pour l'aider à se remettre sur pied après le traumatisme de son échec. Telle était la dynamique, j'étais le filet de sécurité, Henri était le trapéziste. Et maintenant, les antagonistes de ma vie, mes propres parents, avaient finalisé l'arrangement. 2 jours après le dîner, je me suis rendu à la maison de location de mes parents. Ils séjournaient dans une villa de luxe en attendant que leur propre nouveau Penthouse, plus petit que celui de Henri mais tout de même opulent, soit prêt. Je les ai trouvés sur la terrasse. Christophe était au téléphone, sa voix tonitruante avec cette confiance spécifique et imméritée qui me donnait la chair de poule. « Oui, eh bien, nous avons senti qu'il était temps de liquider, disait-il. Le garçon a besoin d'un bon départ. La fille, oh, elle va bien. Elle a un projet. Ça l'occupe. » Il a raccroché et s'est tourné vers moi, son sourire n'atteignant pas ses yeux. « Émilie, à quoi devons-nous ce plaisir? Tu viens nous remercier pour le terrain ?» Marie leva les yeux de son magazine. Elle avait l'air impeccable, conservée dans l'ambre et le botox. « Tu as l'air terrible, ma chérie. Tu boudes encore? C'est très inconvenant. » Je ne boude pas, ai-je menti, en gardant mon visage parfaitement neutre. Je voulais juste clarifier quelque chose. L'acte de propriété, il est entièrement à mon nom. Pas de fiducie, pas de clause restrictive. Il est entièrement à toi, dit Christophe en agitant la main d'un air dédaigneux. Pleine propriété, absolue. Fais-en ce que tu veux. Vends-le, bien que tu n'en tireras pas grand-chose. Construis une cabane. C'est ton problème maintenant. Et le Penthouse de Henri, ai-je demandé, est-il entièrement à son nom? Bien sûr, dit Marie, ses yeux s'illuminant. Nous voulions qu'il ait l'actif. Cela renforce son portefeuille. Pourquoi? Es-tu encore jalouse? Non, dis-je doucement. Juste curieuse de la répartition des actifs. Christophe a ri, un son sec et aboyant. Émilie, arrête de compter l'argent des autres. C'est vulgaire. Nous avons donné le Penthouse à Henri parce qu'il représente le nom de la famille dans la sphère sociale. Toi. Eh bien, tu es une bureaucrate. Tu n'as pas besoin d'un Penthouse pour tamponner des permis. Tu dois apprendre que tout le monde n'a pas un trophée juste pour avoir participé. Il se leva, se dirigea vers le bar pour se verser un verre, me tournant le dos. C'était une manœuvre de pouvoir qu'il avait utilisée toute ma vie, la conversation était terminée parce qu'il l'avait décidé. D'ailleurs, lança-t-il par-dessus son épaule, ce terrain a du potentiel. Si tu étais moitié aussi intelligente que tu le penses, tu trouverais un moyen de le drainer. Considère cela comme un test. Un test, ai-je répété. Exactement, intervint Marie. Henri prépare déjà une pendaison de crémaillère, un bal masqué. Tu devrais venir, mais essaie d'avoir l'air un peu plus vivante. Je les ai regardés, leur cruauté désinvolte, leur certitude absolue qu'ils étaient les maîtres de l'univers, et que je n'étais qu'un personnage secondaire dans le film de leur vie. Ils n'avaient aucune idée de ce que j'avais vu sur ce piquet d'arpentage orange. Ils n'avaient aucune idée que leur test était sur le point de devenir leur jugement. D'accord, dis-je,
un petit sourire froid effleurant mes lèvres pour la première fois depuis des jours. Je viendrai à la fête. Je ne la manquerai pour rien au monde. Je me suis retourné et je suis parti. En atteignant la porte, j'ai entendu mon père murmurer à ma mère, « Elle ne fera jamais rien de ce marécage. Elle manque d'instinct de tueuse. » J'ai fermé doucement la porte derrière moi. Il avait raison sur une chose, je n'avais pas d'instinct de tueuse. J'avais quelque chose de mieux. J'avais les cartes de zonage. Le matin après la confrontation chez mes parents, je suis entré au service de l'urbanisme avec une détermination que je n'avais pas ressentie depuis des années. D'habitude, les lumières fluorescentes et le bourdonnement des serveurs me semblaient épuisants, mais aujourd'hui, ils ressemblaient au centre de contrôle de ma propre salle de guerre privée. Je me suis assise à mon bureau, je me suis connecté au serveur interne sécurisé et j'ai ouvert le dossier principal de la zone de réaménagement de la Petite Ceinturée. Mon cœur battait contre mes côtes. Le dossier était énorme. Il détaillait un projet d'infrastructure de plusieurs milliards d'euros, le nouveau pôle de connexion pour le TGV. La ville avait discrètement acquis des terrains pendant des années, assemblant le corridor nécessaire pour les voies et l'immense complexe de la gare. Mais il y avait une lacune, une pièce manquante critique dans le puzzle, juste là où le terminal principal devait être construit. J'ai zoomé sur la carte. Là, encerclée en rouge, se trouvait la parcelle 44B, le vieux terrain du ruisseau, mon marécage sans valeur. Mes mains tremblaient en ouvrant les notes d'acquisition. La ville avait tenté de négocier avec les propriétaires précédents mon grand-père, puis mon père pendant une décennie. Mais Christophe, dans son arrogance, avait ignoré chaque lettre, supposant qu'il s'agissait d'offres dérisoires pour un terrain inutile. Il n'avait jamais pris la peine d'ouvrir le courrier officiel de la ville, le jetant probablement à la poubelle avec les publicités. La ville était désespérée. Le projet avait déjà reçu le feu vert, le financement était assuré et les entrepreneurs engagés. Sans la parcelle 44B, tout le tracé échouerait. Ils avaient besoin de mon terrain, et ils en avaient besoin hier. Et parce que le projet était soumis à un mandat d'évitement d'expropriation pour accélérer le processus, ils étaient autorisés à payer une prime massive pour éviter une bataille juridique. J'ai consulté la dernière évaluation. Le bourbier était évalué à 4 millions d'euros comme prix de base, avec un budget discrétionnaire allant jusqu'à 6 millions d'euros pour une acquisition accélérée. Je me suis penché en arrière, fixant le chiffre, 6 millions d'euros. Mes parents m'avaient donné un billet de loterie gagnant et l'avaient traité de déchet. Mais ce n'était que la moitié de l'équation. Je devais vérifier le prix de Henri. J'ai tapé l'adresse de la tour Zénith. C'était une aiguille étincelante de verre et d'acier au centre-ville, commercialisée comme le summum du luxe. J'ai accédé au registre de construction et de sécurité, en particulier au rapport d'inspection qui n'avait pas encore été rendu public. Le dossier de la tour Zénith était signalé par une icône d'avertissement jaune. J'ai cliqué dessus. Rapport de déficience structurelle. Secteur C. Le secteur C correspondait au niveau du Pentouze. J'ai lu le jargon technique, béton porteur de qualité inférieure au niveau supérieur. Tassement significatif détecté. Remédiation immédiate requise. Puis j'ai vu la bombe. Un certificat d'occupation avait été délivré sous condition, mais un nouveau rapport d'ingénierie déposé il y a à peine 2 jours recommandait de le révoquer. Le promoteur était en faillite et dissimulait les défauts. L'association des propriétaires était sur le point de se voir imposer une cotisation spéciale pour réparer les fondations, un coût estimé à 500 000 euros par unité, le Pentouze supportant le plus gros du coût en raison des responsabilités liées à l'accès au toit. Le Pentouze de 4 millions d'euros de mon frère était une bombe à retardement de dettes et de litiges, et comme Christophe et Marie l'avaient acheté, en l'état, pour conclure rapidement, ils avaient renoncé aux clauses d'inspection standard. J'ai imprimé les 2 documents, l'offre pour mon terrain et l'avertissement de condamnation structurelle pour l'immeuble de Henri. Je ne suis pas encore allé voir un avocat. Je suis allé voir un arpenteur que je connaissais, un vieil homme bourru nommé Élie qui me devait une faveur. Élie, dis-je en le rencontrant pour un café, j'ai besoin que tu arpentes officiellement le vieux terrain du ruisseau. J'ai besoin que les limites soient marquées au centimètre près. Ce marécage ? Élie a ri en remuant son expresso. Émilie, pourquoi ? Tu le vends en pièces détachées ? Quelque chose comme ça, ai-je souri, un sourire serré et secret. Fais-le et date-le d'aujourd'hui. Il l'a fait. Le vendredi, j'avais le relevé officiel. Le lundi,
j'avais une réunion avec le directeur des acquisitions de la ville. Quand je suis entré dans son bureau, il a semblé soulagé. « Émilie, dit-il en s'essuyant le front, nous craignons de devoir poursuivre votre famille. Nous essayons de joindre votre père depuis des mois. » « Mon père ne le possède plus, dis-je en faisant glisser l'acte de propriété sur son bureau. C'est moi, et je suis prêt à vendre. » « Excellent, rayonna Théil. Nous pouvons offrir le tarif standard. » « Non, les jeux interrompus, la voix ferme. Je connais le calendrier. Je sais que les entrepreneurs sont déjà mobilisés et vous facturent des pénalités de retard quotidiennes. Je veux le plafond accéléré, 6,5 millions d'euros. Et je veux le chèque dans 10 jours. Il m'a regardé, stupéfait. Puis il a regardé l'horloge sur son mur. Il savait que j'avais raison. Entendu, soupira Théil. Je suis sorti de ce bureau avec un contrat signé pour 6,5 millions d'euros. J'étais riche. J'étais libre. Et ma famille n'en avait absolument aucune idée. Le bal masqué de pendaison de crémaillère aux pantoufles de Henri était aussi prétentieux que je m'y attendais. L'ascenseur s'ouvrait directement sur le hall d'entrée, qui était drapé de velours noir. Un DJ passait de la musique house qui faisait vibrer les fenêtres du sol au plafond. Des serveurs circulaient avec des plateaux de caviar et de champagne. Je suis arrivé en retard, vêtu d'une simple robe rouge et d'un masque noir uni. J'ai vu mes parents tenir salon près du balcon, riant bruyamment avec un groupe d'investisseurs, amis de Henri. Henri était au centre, portant un masque doré qui avait l'air ridicule, gesticulant sauvagement avec un cigare. « Émilie » s'est écriée ma mère en me voyant. Elle a examiné ma tenue d'un œil critique. « Eh bien, au moins tu as mis du rouge. Tu essaies d'être audacieuse. » « Quelque chose comme ça, dis-je en prenant une coupe de champagne. « As-tu vu la vue » se vanta Christophe en balayant le panorama de la ville de son bras. « Le sommet du monde, Émilie. Voilà à quoi ressemble le succès. Voilà ce que l'héritage achète. C'est certainement très haut, dis-je en jetant un coup d'œil au plafond. J'ai remarqué une fissure capillaire le long de la moulure de la couronne subtile, mais présente. Le tassement structurel avait déjà commencé. Henri s'est approché nonchalamment, passant un bras autour de mes épaules. « Comment va le marécage ? Tu as attrapé des alligators récemment ?» Ses amis ont ri. Mes parents ont souri d'un air suffisant. « En fait, dis-je en me dégageant de son bras, le marécage se porte très bien. D'ailleurs, je l'ai vendu. » Les rires se sont tus instantanément. « Tu as fait quoi ?» fronça les sourcils Christophe. « Vendu à qui ? Un groupe de conservation pour une déduction fiscale ? Non, dis-je en gardant ma voix calme mais en l'élevant juste assez pour être entendu par-dessus la musique. À la ville, pour le projet de TGV. Le visage de Christophe est devenu vide. Le projet de TGV ? Ce tracé devait passer par le parc industriel. Les choses changent, ai-je haussé les épaules. Ils avaient besoin du terrain de toute urgence. Je viens de signer les papiers de clôture. Combien ? Demanda sèchement Marie, les yeux plissés. As-tu obtenu un prix juste ? 100 000 euros ? J'ai bu une lente gorgée de ma boisson. 6,5 millions d'euros. Le silence qui a suivi était plus fort que la musique. Henri a laissé tomber son cigare. Il a roulé sur le parquet coûteux, laissant une traînée de cendres. 6 millions, balbutia Henri. C'est un mensonge. Tu mens. C'est un document public depuis ce matin, dis-je. Vous pouvez vérifier sur le site web de la ville. Mais nous t'avons donné ce terrain, bégaya mon père, son visage devenant d'un violet dangereux. Nous te l'avons donné. Cet argent, c'est de l'argent de la famille. Non, l'ai-je corrigé. Vous m'avez fait un cadeau. Une leçon d'indépendance, comme vous l'avez appelé. J'ai appris la leçon. J'ai capitalisé sur mon actif. Tu nous as piégés, hurla Marie, son sang-froid se brisant. Tu savais. Tu travailles pour la ville. Tu savais que ce terrain avait de la valeur et tu nous as laissé te le donner. Je ne vous ai rien laissé faire, dis-je froidement. Vous avez choisi de donner à Henri le Pantoufle parce que vous pensiez que c'était le gros lot. Vous avez choisi de me donner le marécage parce que vous pensiez que c'était une punition. Vous avez parié sur votre enfant préféré, et vous avez perdu.
Ça n'a pas d'importance, ricana Henri, essayant de retrouver sa contenance. J'ai toujours cet endroit. Cet endroit vaut 4 millions d'euros. Je suis toujours gagnant. Je l'ai regardé avec une pitié sincère. En fait, Henri, dis-je en fouillant dans mon sac à main, à ce sujet. J'ai sorti le deuxième document, le rapport de déficience structurelle. J'ai consulté les registres du bâtiment, dis-je en le lui tendant. Tu devrais lire la section sur la condamnation imminente. Les promoteurs ont caché les fissures des fondations. La ville va révoquer le permis d'occupation la semaine prochaine. Cet immeuble ne vaut pas 4 millions d'euros. C'est un passif. Henri a arraché le papier. En le lisant, son visage est devenu pâle. « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-il. « Qu'est-ce que c'est, Émilie ?»« Ça veut dire, dis-je, que ton Penthouse est sur le point d'être légalement inhabitable. Et comme maman et papa ont renoncé à l'inspection pour conclure l'affaire rapidement, tu es coincé avec. » La fête s'est terminée brusquement. Les invités, sentant la tension nucléaire émanant de notre famille, se sont éclipsés dans un silence gêné. Nous nous sommes retrouvés seuls dans le vaste salon résonnant. La vue des lumières de la ville, autrefois symbole de triomphe, semblait maintenant être une toile de fond moqueuse à un désastre. « C'est toi qui as fait ça » siffla mon père en arpentant le sol. « Tu nous as sabotés. »« Je n'ai pas construit les fondations défectueuses, papa, dis-je, assise sur l'un des canapés en cuir blanc de Henri, et je n'ai pas planifié la ligne de TGV. J'ai juste été attentive, chose que tu n'as jamais faite avec moi. »« Nous pouvons arranger ça, » dit Marie, les mains tremblantes alors qu'elle se versait un verre bien tassé. « Nous pouvons poursuivre les promoteurs. Ils sont en faillite, ai-je souligné. La société à responsabilité limitée qui a construit cet endroit a été dissoute hier. Il n'y a personne à poursuivre. Alors nous vendons, cria Henri. Nous le vendons tout de suite à un autre idiot. Vous ne pouvez pas, dis-je. J'ai signalé le dossier dans le système de la ville. L'avis de condamnation est actif. Aucune compagnie de titres n'assurera la vente. Tu es piégé, Henri. Mon père cessa d'arpenter la pièce. Il se tourna vers moi, son expression passant de la colère à un calcul prédateur et glacial. Eh bien, dit-il en lissant sa cravate, heureusement que nous sommes une famille. Nous restons soudés. Que veux-tu dire, ai-je demandé, bien que je sache exactement ce qui allait suivre. Les 6,5 millions, dit-il doucement. C'est une manne. C'est plus qu'assez pour couvrir les réparations de cet endroit, payer les frais juridiques et installer Henri dans un nouvel endroit. Nous mettrons les ressources en commun. Je l'ai regardé. L'audace était à couper le souffle. Mettre les ressources en commun, ai-je répété. Oui, acquiesça Marie avec empressement, s'accrochant à l'idée. Émilie, tu dois aider ton frère. Ce n'est pas juste qu'il perde tout pendant que tu en profites. Nous sommes une équipe. Une équipe, ai-je ri, d'un son dur et discordant. Quand j'avais besoin d'aide il y a 3 ans, quand j'ai donné à Henri les économies de ma vie, vous m'avez dit que c'était un exercice pour forger le caractère. Où était l'équipe à ce moment-là? C'était différent, pleurnicha Henri. Il s'agit de millions d'euros, Émilie. Tu ne peux pas tout garder. Regarde-moi bien, dis-je. Espèce de petite ingrate. Mon père s'est élancé en avant mais s'est arrêté. Il a pris une profonde inspiration. Émilie, écoute, sois raisonnable. Si tu ne nous aides pas, Henri sera ruiné. Nous avons mis toutes nos liquidités dans cet endroit. Nous sommes endettés. C'était la dernière pièce du puzzle, ils ne se contentaient pas de favoriser Henri, ils étaient fauchés. Ils avaient dépensé leur retraite pour les apparences, et ce Penthouse était leur dernier grand pari. Vous êtes fauchés, réalisai-je à voix haute. Nous avons des actifs, fanfaronna mon père, mais la liquidité est serrée. Nous avons besoin de l'injection de liquidité maintenant. Non, dis-je. Pardon, halta Marie. Non, répétai-je en me levant. Je ne vous donnerai pas un centime. Pas pour les réparations, pas pour un nouvel appartement, pas pour un avocat. Tu ne peux pas faire ça, hurla Henri, le visage rouge et marbré. Je suis ton frère. Et je suis la sœur dont tu t'es moqué, dis-je. Je suis la sœur que tu as ridiculisée pour avoir un travail ennuyeux à la ville. Eh bien, mon travail ennuyeux vient de me rendre riche,
et ta vie excitante vient de te rendre sans abri. Si tu sors de cette porte sans faire un chèque, dit mon père, sa voix basse et menaçante, tu n'es plus notre fille. Nous te couperons complètement les ponts. Vous l'avez déjà fait, dis-je. Vous m'avez coupé les ponts quand vous m'avez donné un marécage. Vous n'avez simplement pas réalisé que vous me coupiez les ponts avec une mine d'or. Je me suis dirigé vers l'ascenseur. Émilie, hurla ma mère. N'ose pas nous tourner le dos. J'ai appuyé sur le bouton. Les portes se sont ouvertes. Je suis entré et je les ai regardées une dernière fois, 3 personnes en vêtements chers, debout dans un château en ruine, terrifiées par le monde réel. Au revoir, dis-je. Les portes se sont fermées, mais la guerre n'était pas finie. En sortant de l'immeuble, mon téléphone a commencé à exploser. Des messages de la famille élargie, tante, oncle, cousin. Émilie, comment as-tu pu faire ça à tes parents? Henri dit que tu as volé son héritage. Ta mère est à l'hôpital à cause du stress. Règle ça. Ils avaient lancé une campagne de dénigrement. Ils essayaient de me soumettre par la honte. Ils essayaient de monter toute la famille contre moi. Je me suis assise dans ma voiture et j'ai regardé ce barrage de haine. J'aurais pu les bloquer. J'aurais pu m'enfuir. Mais j'étais une urbaniste. Je savais comment traiter la pourriture structurelle. On ne la repeint pas, on l'expose à la lumière, puis on la démolit. Je n'allais pas me cacher. J'allais à la réunion de famille le week-end prochain, et j'apportais des preuves. La réunion de famille était une tradition annuelle qui se tenait dans l'immense propriété de campagne de ma tante Claire. C'était généralement une affaire guindée de conversations polies et de salades de pommes de terre, mais cette année, la tension était palpable dès que j'ai garé ma voiture. Je pouvais sentir les regards. Mes cousins chuchotaient derrière leurs mains. Mes tantes me foudroyaient du regard par-dessus leur thé glacé. Christophe et Marie avaient de toute évidence été bien occupés. Ils avaient pas un chef-d'œuvre de victimisation, leur fille ingrate et avide les avait escroqués de leur retraite et avait laissé son pauvre frère malade et sans abri. Je me suis dirigé vers la tente principale, serrant un épais dossier en manille. Mon estomac était noué, mais ma résolution était plus dure que le béton. Tiens, si ce n'est pas la fille prodigue, renifla ma tante Claire alors que je m'approchais de la table du buffet. Nous avons entendu ce que tu as fait. Honteux. Absolument honteux. Bonjour, tante Claire, dis-je calmement. Ravi de te voir aussi. Ne fais pas semblant, intervint oncle Georges, un homme bourru qui avait toujours favorisé Henri. Tes parents sont dévastés. Henri est pratiquement sans le sou à cause de ton petit coup avec la ville. C'est ce qu'ils vous ont dit, demandai-je, ma voix portant juste assez pour attirer l'attention des tables voisines. Ils nous ont tout dit, cracha Georges. Comment tu as manipulé la vente, comment tu savais que le terrain valait des millions et que tu les as laissés te le donner pour rien? Cet argent appartient à la fiducie familiale, Émilie, pas à ton compte en banque personnelle. En fait, dis-je en élevant la voix pour que toute l'assemblée puisse entendre, cet argent appartient à la personne dont le nom figure sur l'acte de propriété, et ce nom est le mien. Christophe et Marie ont émergé de la foule, ressemblant à des héros tragiques. Marie s'éponguait les yeux avec un mouchoir. Henri était à leur côté, l'air maussade et vaincu, jouant parfaitement le rôle du prince blessé. Émilie, dit mon père, sa voix tremblant d'un chagrin étudié, s'il te plaît, ne fais pas de scène. Nous voulons juste ce qui est juste. Nous voulons redevenir une famille. Signe simplement les papiers pour transférer les fonds dans la fiducie, et nous pourrons oublier tout ça. La fiducie, ai-je répété. La fiducie que vous contrôlez? La fiducie qui a payé pour les entreprises ratées de Henri, la fiducie qui a acheté un pantouse dans un immeuble condamné? C'était un investissement, cria Henri. Un mauvais investissement ne fait pas de moi un criminel. Non, dis-je en ouvrant mon dossier. Mais la fraude, si. J'ai sorti une pile de papier. Le brouhaha s'est instantanément tu. J'ai fait quelques recherches supplémentaires, annonçai-je à la foule silencieuse. Il s'avère que le mauvais investissement n'était pas seulement de la malchance. C'était délibéré. J'ai brandi un document. Ceci est un relevé de transfert. Il y a 2 mois, maman et papa ont transféré l'intégralité de leurs économies liquides, plus de 2 millions d'euros, sur un compte offshore au nom de Henri. Ils ont fait ça juste avant de prétendre être fauchés pour acheter le pantouse. J'ai brandi un autre papier.
Et ceci. C'est un échange de courriel entre papa et le promoteur de la tour Zénith. Il était au courant des problèmes structurels. Il a acheté l'unité à moitié prix, espérant la revendre rapidement à un acheteur peu méfiant avant que l'avis de condamnation ne soit rendu public. Il allait escroquer quelqu'un, il ne s'attendait simplement pas à ce que l'inspecteur de la ville le découvre si vite. Des halètements parcoururent la tente. Le visage de mon père perdit toute couleur. Ce sont des informations privilégiées, balbutia-t-il. Où as-tu eu ça? Demande d'accès à des documents publics, dis-je simplement. Tu as envoyé ces courriels depuis ton ancien compte professionnel, papa, celui qui est archivé sur le serveur auquel j'ai accès en tant qu'employé de la ville. Tout est public si on sait où chercher. Je me suis tourné vers la famille. Ils ne se sont pas contentés de favoriser Henri. Ils ont essayé de l'utiliser pour blanchir de l'argent et commettre une fraude immobilière. Et quand ça leur a explosé au visage, ils s'en sont pris à mes gains légitimes pour couvrir leurs traces. Mensonge, hurla Marie, sa façade s'effondrant complètement. Elle est jalouse. Elle a toujours été jalouse. Vraiment, demandai-je en sortant un dernier document. Ceci est une copie du chèque que j'ai fait pour sauver Henri de la prison il y a 3 ans, 50 000 €, les économies de ma vie. Je ne l'ai jamais redemandé. Je n'en ai jamais parlé à personne jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que ça ressemble à de la jalousie? Ou est-ce que ça ressemble à quelqu'un qui en a assez de réparer vos bêtises? J'ai jeté les copies sur la table devant tante Claire. Lisez-les, dis-je. Lisez les dates. Lisez les montants. Et ensuite, dites-moi qui est le vrai voleur. Tante Claire a ramassé les papiers. Oncle Georges s'est penché par-dessus son épaule. Le silence était assourdissant pendant qu'il lisait. Lentement, les têtes se sont tournées vers Christophe et Marie. Les regards de sympathie ont été remplacés par le choc et le dégoût. Christophe, dit lentement oncle Georges, est-ce vrai? As-tu essayé de revendre un immeuble condamné? C'était une stratégie commerciale, bafouilla mon père. C'est compliqué. C'est illégal, dis-je. Et j'ai fini de payer pour ça. J'ai regardé Henri. Il ne me regardait pas, il fixait ses chaussures, réalisant que son filet de sécurité venait d'être incinéré. Je m'en vais, dis-je. Je vais profiter de ma vie indépendante. Ne m'appelez pas, ne m'envoyez pas de messages, et surtout, ne demandez pas de prêt. Je me suis retourné et je suis parti. Derrière moi, l'éruption de questions et d'accusations a commencé. J'ai entendu ma mère sangloter pour de vrai, cette fois. J'ai entendu mon père crier des excuses. Mais pour la première fois de ma vie, leur bruit ne m'a pas atteinte. Je suis monté dans ma voiture, j'ai démarré le moteur et j'ai quitté le domaine. Le soleil se couchait, projetant de longues ombres sur les champs. Je n'ai pas regardé en arrière. 6 mois plus tard, la poussière était enfin retombée. Les retombées furent spectaculaires. La fiducie familiale fut dissoute sous le poids des frais juridiques. Christophe et Marie furent contraints de vendre leurs derniers actifs pour couvrir les poursuites judiciaires liées à la tentative de fraude à la tour Zénith. Ils ont emménagé dans un petit appartement en location en périphérie de la ville, ironiquement non loin de l'endroit où se trouvait mon marécage. Henri, pour la première fois de sa vie, a dû trouver un vrai travail. J'ai entendu dire qu'il travaillait dans un concessionnaire automobile, nettoyant des véhicules. Plus d'influenceurs, plus de pantouzes, juste le salaire minimum et une bonne dose d'humilité. Quant à moi, je n'ai pas quitté mon travail. J'aimais être urbaniste. J'aimais voir comment une ville respirait et grandissait, mais j'ai fait quelques changements. J'ai acheté une magnifique maison de ville historique à Paris entièrement inspectée, bien sûr. J'ai créé un fonds de bourse pour les étudiants en design urbain issus de milieux à faible revenu. Et j'ai pris de longues et luxueuses vacances en Italie, quelque chose dont je rêvais depuis l'université. J'étais assise dans un café à Florence, sirotant un expresso et regardant les gens passer, quand mon téléphone a vibré. C'était un message d'un numéro inconnu. Émilie, s'il te plaît. Tu nous manques. Maman ne va pas bien. Peut-on juste parler? Henri. J'ai regardé le message. J'ai pensé aux garçons que j'avais protégés, aux frères qui s'étaient moqués de moi, aux parents qui avaient essayé de voler mon avenir. J'ai ressenti un pincement de tristesse, un fantôme de l'ancienne obligation.
Mais ensuite, j'ai levé les yeux vers le dôme, doré dans la lumière de l'après-midi. J'ai pris une profonde inspiration de l'air chaud italien. J'ai réalisé que je n'avais plus besoin de leur approbation. Je n'avais pas besoin de leur amour, parce que leur amour était conditionnel. C'était une transaction, et je n'achetais plus. J'ai supprimé le message. Puis j'ai bloqué le numéro. J'ai payé mon café, laissé un généreux pourboire et suis sorti sur la piazza. Les pavés étaient inégaux, anciens et réels tout comme ma vie. Mes parents avaient essayé de m'enterrer dans la boue. Ils avaient oublié que j'étais une graine. Et maintenant, enfin, j'étais en train de m'épanouir.